the middle of a loose triangle. Ici c'est CQSP avec votre humble serviteur Milaboy, Merlin l'Enchanteur. Cet après-midi on accueille une boss lady, une entrepreneuse, hein, madame. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. Ça, je suis très contente. Sentiment partagé. Donc, comme d'habitude, nous, on veut un peu connaître ton histoire. Ton parcours. Et comment t'es arrivé d'un point A à un point B. Et je voudrais juste d'abord, dans un premier temps, que tu te présentes pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Of course. Ok, merci beaucoup les gars, en tout cas, pour l'invitation. Alors moi, c'est Suzanne, mais tout le monde m'appelle Suzy. J'ai 26 ans. Je suis consultante en business, entrepreneur un peu multipotentiel. Et je pense que c'est une bonne intro avec beaucoup d'informations. Hein. Donc, d'abord, t'es né en Belgique ou t'es camerounaise déjà, hein, 237, hein, représentante. Hein. Donc t'es né au Cameroun et t'es venu ici. Donc, t'es venu ici à quel âge? Tout à fait. Donc, je suis née au Cameroun. Je suis venue en Belgique à l'âge de 3 ans et 3 mois. Donc, je suis née en mars et je suis arrivée en juillet 2002. Ouais, tout à fait. Et lorsque je suis arrivée avec ma famille, avec mes parents, mes sœurs, on est directement arrivé sur Bruxelles. Et donc, ton parcours scolaire, il était tranquille ou c'était un peu plus les montagnes russes Alors, franchement, l'école, ça allait super bien. Honnêtement, là, ça allait super bien. Donc, lorsque j'arrive, j'ai directement été en deuxième maternelle, parce que j'avais fait ma première maternelle au Cameroun. Donc, j'arrive en deuxième maternelle, tout se passe super bien. Puis, lorsque j'arrive en primaire, je fais 3 années du primaire dans une école à Scarbeck, l'Athénée Royal Alfred Verwey les Griottes. Donc, on appelle ça comment? La place Léon. Donc, une big place comme ça. Et je vivais à la rue Van der Weer, donc à vraiment 7 minutes à pied de l'école où j'allais. J'ai fait 3 années du primaire là-bas. Par la suite, disons que maman trouvait que l'école était un peu trop de niveau inférieur. Pour l'époque, c'est quand même un peu vrai. Donc, elle a cherché à nous changer d'école et c'est comme ça que j'ai été à Woluwe. Et là, j'ai fait mes 3 années suivantes du primaire à Van Meyel. C'était une école d'immersion, mais j'étais dans la section francophone. Puis, quand j'ai terminé mes primaires, je suis restée à Woluwe. Mais j'ai été Woluwe Saint-Pierre du coup, et là j'étais au collège Jean 23. Ah oui. 6 années du secondaire au collège Jean 23. Et beaucoup de bagarres là-bas. Ah ouais. Jean 23, non. Si. Après, peut-être pas quand elle y était. Si. 99, donc j'ai terminé en 2017, mais. Enfin. Je me rappelle d'un jour, elle est partie soutenir un combattant là-bas. Première et deuxième secondaire, c'est vrai que c'était une école très mouvementée comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais il y avait toujours un événement qui se passait à Jean 23. Le midi ou après l'école, enfin il y avait toujours quelque chose qui se passait. Ça c'est vrai. Mais après, quand j'étais en 3e, même 4e, je trouve que ça allait doser vraiment considérabablement. Et je pense que c'est parce qu'il y avait toute une génération qui n'était justement plus là. Les gens comme bonne nuit. C'est pour ça. Donc, moi je trouve que les années dont la fin de mes années à Jean 23, pour moi c'était très calme. C'est très calme, mais c'était parfois. vraiment calme. Il y avait toujours une ambiance, certains mouvements, mais rien à voir avec quand je rentrais. Et t'étais dans quelle option en secondaire? En secondaire, j'avais pris économie, et puis 5-6, j'avais pris histoire-économie. Oh, c'est existe ça? Ouais, en tout cas, je me pense que ça existait. Ouais, avant, ça existait. Parce que même nous, notre option, elle n'était pas partout. Hein. Économie? Sciences économie. Ah, je pensais que c'était partout. Je pensais que les options c'était pareil dans toute la voie. Non, c'est sciences info. Des options différentes. Je pensais que c'était pareil. Okay. Non. Et t'as des frères et sœurs? On est beaucoup, on est 7. Donc j'ai 3 frères et 3 sœurs. Et moi je suis l'avant-dernière. Donc j'ai juste une petite sœur après moi, et au-dessus de moi, j'en ai 5. Ah ouais, t'es celle qu'on chuchote, hein. Je suis même pas chouchoutée. Mais, allez-y. Si j'ai besoin d'un service, je peux appeler un des 5 et je sais que, quoi qu'il arrive, ils me rendent mon service, quoi. Bon, ça, je sais. Par contre, il y a beaucoup de gens de Woluwe qui sont passés par ici, hein. C'est vrai?
c'est vrai que là, ça fait, je crois qu'on est à la 7e ou 8e, là, je crois que plus de 3/4 c'est des gens de Woluwe. C'est déjà nous, mais. Ouais. Franchement, les écoles de Woluwe ont vraiment abrité beaucoup de talents. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Des personnes brillantes, c'est pas forcément que je m'inclus dedans. Si. Quand on entendra ton histoire, on t'a pu raconter l'histoire. Quand je vois même des personnes aujourd'hui voilà, qui ont bien évolué dans leur vie, etc., il y en a pas mal, elles sont passées par les écoles de Woluwe. Ouais. C'est dingue, hein. Et Après, Woluwe veut pas dire bonne école forcément. Non, c'est pas pour ça. c'est vrai aussi. Non, ok, oui, c'est vrai. Je ne crache pas sur la commune de Woluwe, c'est bien Saint-Lambert. Saint-Lambert, non. Moi, j'ai fait les deux, donc c'est des communes jumelles en vrai, hein. Et je les connais bien, donc non. Parce que par la suite, quand je termine mes études, même à l'UNIF, que ce soit ma première année, je fais une première année à l'ICHEC. L'ICHEC, ouais. Sur les entreprises. À Montgomery, ça va. Tout à fait. Donc là, c'est plutôt Saint-Lambert. Et puis après, les études dans lesquelles je vais être diplômée, e-business, c'est aussi à Woluwe. Et donc, tu fais ta première année à l'ICHEC. Tout à fait. Quand tu sors de ta 6e secondaire, tu avais déjà coché l'ICHEC et comment dire ça, et la discipline dans laquelle tu vas t'engager, ou c'est au fur et à mesure, je sais pas, pendant les vacances ou tu vois. Super bonne question, trop bonne question. Ah, super. Donc en fait, il faut savoir que l'année de ma réto, j'hésitais beaucoup entre communication, journalisme, économie pure, et un peu rien à voir, la psycho. Mais psycho, je disais à personne parce que genre, déjà même la famille elle me dit psycho. Ah, je connais ça. Psychologie. Et c'est en réto, donc c'était les vacances de ma 6e secondaire que je m'étais informée sur différentes filières peut-être qui n'étaient pas trop exposées, qui n'étaient pas trop promues à cette époque. Et je suis tombée sur les études d'e-business. Donc, je suis tombée sur les études d'e-business, j'ai passé mes vacances normalement, tranquillement, mais à la rentrée, je voulais m'inscrire. Et il se trouvait qu'à l'époque, là, donc l'année 2017, il y avait plus de place. Et du coup, directement, j'ai été m'inscrire plutôt à l'ICHEC. Et c'est comme ça que j'ai fait une première année à l'ICHEC, en gestion des entreprises, GESAN à l'époque, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Et ça s'est pas forcément mal passé, mais j'ai vite compris que je suis pas transcendée par ce que j'étudie. C'est très intéressant à l'ICHEC. Et puis c'est prestigieux aussi, il faut le dire les termes. Mais l'ICHEC, c'est quoi ça? C'est vrai. Voilà, c'est vraiment ça. Donc il y a ça aussi, mais je n'étais pas transcendée par les cours, je traînais fortement des pieds, je ne traînais pas pour aller à l'école, alors que, voilà, moi, j'ai jamais été une personne qui n'aimait pas l'école. J'aime bien l'école, j'aime bien apprendre, je suis passionnée par l'apprentissage, etc. Donc, je sentais bien que, faut vraiment que je cherche à m'inscrire plutôt en e-business. Et chose qui a été faite, parce que je sais qu'en janvier, j'ai passé mes examens, mais après janvier, je savais que je n'allais jamais passer mes examens. Mais t'as validé tes cours en janvier ou pas? Ah oui. Parce que la première, c'est chaud, hein. Mais je sais que, figurez-vous que j'avais validé 25 crédits. C'est quand même ça. Et 25 crédits, je n'ai pas passé d'examen en juin. Ouais. J'avais quand même validé 25 crédits. Donc, C'était bien, pour quelqu'un qui avait la flemme d'étudier, ça va. C'est vrai, oui, ça va. 25 en plus, c'est sur la Q1, donc j'imagine que c'est sur 30. Donc, c'était ça. Donc, parfait. Donc, si je comprends bien, c'est qu'à l'échec, t'as allé parce que dans ton premier choix, il n'y avait plus de place. Et c'était quoi le premier choix d'ailleurs? C'était juste e-business, c'est ça, voilà. Et ça, mais tu voulais faire ça où? Dans quel. À l'époque, c'était. Bon, il y avait déjà Liège qui faisait ça, mais à Bruxelles, c'était uniquement les FEC qui proposaient. Ah ouais, je disais bien qu'il y avait ça chez nous. Ok, donc en fait, c'est pas une discipline qui est répandue dans toutes les autres écoles ou. En tout cas, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. À ce moment-là, je sais qu'aujourd'hui, il y a. Peut-être un nouvel établissement qui le propose, mais sinon, moi je sais que c'était à Liège, il y a à Liège, et à Bruxelles c'était les FEC. Et à l'EFEC d'ailleurs, même ils ont ouvert il y a 2 ans ou 3 le campus sur Louvain. Parce qu'avant, le campus de l'EFEC à Louvain ne proposait pas la filière e-business. Ouais. Mais actuellement, depuis 2 ou 3 ans, il la propose. Ok. Ouais. Et en fait, ça parle de quoi l'e-business? Parce que pour moi, comme souvent les gens en parlent, moi je trouve ça comme une discipline un peu sombre, un peu de corrompu. Tu vois? Surtout pendant le Covid, on entendait souvent parler des e-business. Ouais. On dirait que c'est un mélange entre marketing et informatique. Ouais. Je sais pas. Donc, En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendaient à l'époque. Ah ouais, ça c'est. Après, c'est pas totalement faux, mais il faut savoir que l'e-business c'est vraiment vaste. C'est-à-dire que c'est vraiment vaste. Par exemple, à l'EFEC, même quand tu as la filière d'e-business, la spécialisation que tu as marketing digital, tu as e-commerce, et tu as l'autre filière dans laquelle j'étais diplômée même, tu as business analysis. Et en fait, l'e-business, de façon caricaturale, pas caricaturale, mais comment je pourrais généraliser ça? En fait, l'e-business, c'est
tous les domaines qui sont liés à la création de valeur via les canaux digitaux. Ok. En fait, c'est ça les business. Donc par exemple, quand tu fais de la tech, c'est peut-être très poussé, mais c'est de l'e-business. Quand tu fais du marketing digital, c'est peut-être moins poussé, mais tu fais de l'e-business. Des fois, les gens pensent que pour faire de l'e-commerce, il faut absolument avoir un site internet pour pouvoir vendre via une Oui, plateforme. c'est comme ça que je vois ça aussi. Hein. Mais en réalité, lorsque vous avez uniquement, par exemple, un compte Facebook, une page Instagram, et que vous proposez des services ou des produits, Ouais. via la plateforme en question, même si vous n'avez pas de site internet, c'est déjà un moyen de vendre en ligne. En fait. Ok. Donc, le simple fait, par exemple, je suis une chef cuistot, je propose des plats peut-être que le samedi et le dimanche, donc que le week-end, et je dis aux gens, passez vos commandes en privé via mon compte Instagram et vous me faites le virement sur tel numéro. Mais en fait, même s'il n'y a pas de transaction via un canal précis digitalisé, le simple fait que vous fassiez la commande via l'Instagram, via le compte Instagram, c'est déjà de l'e-commerce en fait. Ok. C'est déjà de l'e-commerce en fait. C'est juste que à la base, même quand on voyait une plateforme comme Amazon, c'était quoi? C'était très simple. Hein. Amazon, et en plus au début, il proposait quoi? C'était juste 2-3 services. Déjà même, ça commençait avec quoi? Comment il avait eu l'idée j'allais dire Zuckerberg, c'est pas du tout lui, c'est Jeff Bezos. Le vieux Jeff. C'est quand vous regardez ses interviews et tout, il disait qu'il avait quitté son travail et il y avait une personne qui avait besoin d'une chaussure et il était dans un endroit en particulier comme ça et la personne lui avait demandé est-ce que tu peux m'acheter la chaussure et me l'envoyer via tel canal. Et après, lui, il prenait sa commission. Et en fait, via cette demande-là, il a réfléchi, il a dit, mais en fait, là, c'est vraiment une idée de business de fou, en fait. Et c'est comme ça que, caricaturalement, Amazon a commencé. Toujours des histoires simples, typiques. Et le gars, maintenant, il est multimilliardaire. Après, bon, bien sûr, il a rencontré son partenaire, etc., etc. Et puis ça s'est développé. Et l'histoire, elle est beaucoup plus complexe. Et faut pas oublier aussi que ce soit même un Zuckerberg ou bien un Bill Gates. C'est pas trop précisé, mais c'est des personnes elles sont surdouées. Hein. Quand vous prenez le QI d'un Zuckerberg, le mec, il fait partie des 3% de la population. Même un Bill Gates, je dis pas que tous les multimilliardaires sont hyper intelligents, c'est pas ce que je dis, mais même un Jeff Bezos, il a un QI factuellement au-dessus de la moyenne, quoi. Donc tu estimes que le quotient intellectuel peut expliquer le fait que ces garçons soient là où ils en sont. Tu peux être très intelligent et ne jamais réussir dans ta vie. Ouais, c'est clair. Donc, C'est clair et net. C'est pas mon explication directe, mais je dis juste qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont isolés lorsqu'on parle de success story. Pour avoir fait les business dès la première année, d'ailleurs même, je me rappelle en bac 1, parce que moi j'ai fait mes 3 années de l'EFEC en 4 ans en bac 1, je me rappelle, mais dès qu'on arrivait, c'est-à-dire que tout le monde, on voulait tous créer, c'est-à-dire créer un site e-commerce, et vous savez à l'époque, hein, vous connaissez tous Yomi Denzel, n'est-ce pas? Non, Denzel, non. Dropshipping, non. Enfin, je connais le dropshipping, mais. Il y a Shopify. Non, je suis pas trop dans ça. Formation Shopify et tout, dans la francophonie. En gros, Yomi Denzel, c'est un influenceur fortement dans tout ce qui est marketing digital et précisément même dans l'e-commerce. Et le gars, je trouve qu'il a explosé vraiment 2018-2019, mais peut-être même fortement avec Covid en 2020. Oui, ça me dit. Et du coup, nous, quand on était à l'EFEC en bac 1, on connaît la plupart de ceux qui étaient avec moi en classe, etc., on connaissait bien son histoire, etc. Et il avait créé plusieurs plateformes en ligne, plusieurs sites internet qui avaient explosé et qui même pendant ses études l'ont rendu millionnaire. Et donc nous on avait ce truc là en bac 1 en mode on veut aussi créer notre site internet, on devenir riche et tout afin de pouvoir faire le dropship, les commerces. Mais c'était vraiment, mais vous savez que je dis ça comme ça, mais aujourd'hui il y en a 2-3 de ma promotion qui ont lancé des sites aujourd'hui qui ont percé. Percé, hein. Pas que en Belgique, mais vraiment au niveau européen. Ouais. Donc, comme quoi, souvent on dit, c'est pas beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais je veux dire, il y en aura toujours un ou deux qui va se démarquer, qui va vraiment tirer son épingle du jeu. C'est vrai. Et pendant ton cursus ton cursus de 4 ans, t'as commencé donc ta bac 1. Ça s'est bien passé ou t'as eu quelques moments de difficulté, de remise en question, tu vois? En plus, tu l'as fait pendant le Covid, je rentre Covid 2021, donc non. l'EFEC en septembre 2018. Ok, donc c'est pas encore. C'est pas loin. Vu que le Covid, on fait des saisons de Covid, là, donc c'était mars 2020 en Covid. Donc c'était pas encore Covid. J'arrive, c'est la vie, mais encore normale, tranquillement.
c'est vrai que bon, il y avait la vie en dehors des études, la vie en dehors du système de la scolarité, qui n'était pas non plus des plus simples, c'est vrai. Mais j'étais déjà convaincue dès le premier mois, j'ai envie de dire même le premier, deuxième mois, que j'étais vraiment dans la bonne filière. Ah, c'est magnifique. Que j'adorais mes études et que j'étais passionnée et convaincue par ce que je faisais en fait. Et je savais que, quoi qu'il arrive, ce que j'étudie là, ça va me servir. Ah non, mais clairement. Ça, c'est déjà top parce que ça permet d'avoir un point d'ancrage à des moments où ça peut devenir difficile dans les études. Parce que si tu n'aimes pas et que ça devient difficile, tonton, tu grattes au crâne. Ouais. Est-ce que c'était ça. Oh non, vraiment. J'étais vraiment convaincue, j'étais passionnée par ce que je faisais. Et la première année, je pense que si j'ai pas directement eu même mes minimums, parce qu'à l'époque c'est 45 crédits. En tout cas, c'était pas encore la réforme qu'on a actuellement, etc. C'est toujours 45 crédits maintenant. Enfin, pas pour les premières, mais effectivement, oui. Enfin, pour les premières, ils ont changé, c'est 60 crédits sur tes deux... Enfin, tu dois avoir 60 crédits de ta bac 1 sur tes 2 premières années. Alors qu'à l'époque, c'était juste... Voilà, c'était pas ça, c'est effectivement... Et du coup, j'avais raté la bac 1, j'avais fait 40 crédits et pas 45. Mais du coup, il y avait aussi ce système à l'époque où tu pouvais quand même prendre... Anticiper. Oui, c'est ça, prendre des cours de deuxième, et c'est ce que j'avais fait. Donc voilà, mais malgré le fait que j'avais fait mes 40 crédits et pas 45, je n'étais pas du tout découragée. Ah ouais, t'as 40 crédits, c'est déjà beaucoup, hein. Je savais que j'allais pouvoir valider le suite, donc non, j'étais pas du tout découragée. Au contraire, même, j'étais toujours très enthousiaste. Je me disais, non, ça va aller, t'inquiète. Et l'année d'après, c'était même pas l'année d'après parce que c'est en juin 2019 que je lance à Iowa, donc que je commence à proposer mes services en tant qu'étudiante entrepreneur en fait. Et donc oui, c'est ça. Donc même la première année, malgré que je vois qu'après j'avais pas fait les 45 crédits, j'avais déjà pour ambition de commencer à proposer mes services en parallèle de mes études. Donc Iowa, c'est écrit comment? A-Y-E-W-A. Ça veut dire quoi? Donc Iowa, c'est la contraction de I, donc la contraction francisée, c'est-à-dire que I, donc I, pour Internet par exemple, et Ewa qui veut dire beauté en Igbo. Pourquoi l'Igbo? Je voulais juste prendre une langue africaine. Igbo, c'est Nigeria ou Ghana? Nigeria. Ok. C'était venu comme ça, l'inspiration t'est venue comment? le mot beauté dans une langue africaine à l'époque. Et je trouvais que le Lingala, c'était une très belle langue. Oui. C'était déjà... qui est une très belle langue, mais c'était déjà pas mal utilisé. Oui, donc j'ai cherché une langue toujours bantou, mais voilà, qui n'était pas forcément trop connue. Et pourquoi beauté? C'est-à-dire qu'au départ, j'étais plus axée à proposer mes services, donc community management, graphic design, création de contenu, etc. Aux prestataires de la beauté, donc esthéticienne, coiffeuse, maquilleuse, technicienne de style, etc., etc. Et donc vu que mon core business était dirigé vers elle, était tourné vers elle, c'est comme ça que j'ai cherché à... Ouais. Voilà, et pourquoi vers ce milieu-là? Mais en fait, à l'époque, lorsque je me lance, je suis passée par la cellule Entreprendre de l'EFEC. Et la cellule Entreprendre de l'EFEC met à disposition des coachs en entrepreneuriat. Et moi, le coach que j'avais, c'était Nicolas Casula, qui est un coach entrepreneuriat, même assez connu ici en Belgique, en tout cas de référence. Et il m'avait un peu coaché. Il m'avait dit que dans un premier temps, ce que tu proposes, les services que tu veux proposer, c'est déjà proposé, pas autant qu'aujourd'hui, mais à l'époque, là, 2019, il y avait déjà donc des indépendants, ou bien tout simplement même des agences déjà reconnues qui les proposent. Donc moi, pour me démarquer, ou en tout cas pour avoir déjà un créneau, il fallait que, c'était plus pertinent pour moi que je définisse le créneau, la niche dans laquelle je veux proposer cela. Et ça m'a beaucoup aidé, c'était un conseil très pertinent. Donc c'est comme ça que... au départ, j'avais principalement des clientes du style coiffeuse, esthéticienne, masseuse, quoi d'autre, des personnes qui étaient dans le secteur des cosmétiques, donc qui fabriquaient des produits cosmétiques elles-mêmes, etc. Donc c'est comme ça que j'ai développé ça. Et donc c'était une plateforme où tu mettais des prestataires en contact avec des... Non, donc Iowa, c'était vraiment... Donc c'était mes services au début. Aujourd'hui, j'ai 3-4 personnes avec qui je bosse constamment, mais au départ c'était uniquement moi qui proposais mes services en graphic design. D'accord, je capte. Ok, ouais, je vois. Et puis, mais donc, qu'est-ce que non, t'as dit un truc intéressant. T'as dit que
ça j'ai pas très bien capté, si c'était toi ou si c'était ton coach qui t'a dit qu'il fallait absolument que tu aies une niche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des projets et qui font des projets sans faire une étude de marché. Tout à fait. Donc, si j'ai bien compris, c'est lui ou c'est toi qui a décidé de... Qui m'a conseillé, parce que moi au départ, je voulais proposer cela, vu que je le faisais déjà même en fait un peu de façon déstructurée. Ça faisait déjà 2-3 ans, parce qu'à l'époque j'étais 2019, j'ai 20 ans, à l'époque j'avais 20 ans, ça faisait déjà 2-3 même 4 ans que lors d'événements, on me demandait « Ah mais Suzy, est-ce que tu peux venir filmer à mon téléphone à l'époque et faire le community management live. Donc le community management live, quand tu es sur un événement et que on te demande de tweet live ou bien de créer le contenu live ou bien faire les stories, etc. Okay. Et je le faisais déjà depuis mes 16-17 ans parce que les gens voyaient que voilà, je suis totalement une digital native. Donc allez, c'est très facile pour moi d'être sur un téléphone, de chipoter, etc. etc. À l'époque, avec une amie, on avait ouvert un groupe Facebook qui s'appelait Love Your Afro Skin Belgium et on avait lancé un événement via ce groupe-là, via cette plateforme. Et c'est vrai que cet événement et les événements et les activités connexes qu'on a fait via cet événement ont permis aussi de beaucoup développer ce skills-là, cet attrait-là, c'est-à-dire que tout ce qui est communication événementielle, création de contenu événementiel, gestion des stories en live, etc., etc. Donc c'est comme ça au fur et à mesure que les gens avaient vu que j'avais déjà cet aspect-là qui avait été développé. Il y avait parfois des yayas ou bien des personnes, des connaissances que je connaissais qui avaient eux leurs événements ou eux leurs activités ou quoi à faire. Et c'est comme ça qu'ils m'appelaient. Et puis moi je me suis dit mais des fois, en plus à cette époque-là, je donnais pas mes prix. Je disais ah non mais donne-moi ce que tu veux. Genre 18 ans non mais donne-moi ou bien paye-moi on appelle ça comment, mon déplacement, you know, genre les transfer fees, vous voyez et tout. Donc et puis je me suis dit mais la forêt c'est comme du travail donc j'ai le temps passé c'est comme du travail. Aujourd'hui c'est très développé, donc une petite qui a 18, 19, 20 ans, elle sait que si un yaya elle qui veut la prendre pour créer du contenu, en fait le yaya là doit payer en fait parce que tu te déplaces, tu crées ton contenu. Aujourd'hui CapCut etc ça prend du temps et tout c'est beaucoup plus développé, donc elle sait qu'elle va demander de l'argent. Et si quelqu'un tombe sur cette vidéo, s'il y a une petite ou même un petit là, 19-20 ans et tout, ne laisse pas qu'on t'exploite. Faut demander des sous, faut demander de l'argent. C'est un travail, c'est un lourd travail, ok. Effectivement, chaque travail mérite sa paye. Et donc moi, à cette époque-là, c'était vraiment en mode ah mais voilà, donc je le faisais. Et même aujourd'hui j'ai bientôt 27, donc quand je te parle, on va dire il y a presque 10 ans, on va dire ça comme ça. Quand je regarde même les contenus qui sont encore disponibles que je vois, je me dis mais je faisais ça vraiment bien, je faisais ça vraiment bien, Genre, la petite, elle faisait ça vraiment bien, en fait. Et donc, oui, on m'a vraiment exploité, mais je veux dire, aujourd'hui, je le prends plutôt comme un apprentissage. Bien sûr. Comme une exploitation, plus. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, ça a débuté. Et je me suis dit, mais en fait, non, Suzanne, tu vas vraiment te structurer et tu vas vraiment proposer tes services là sérieusement. C'est comme ça que Aïwa a commencé. C'est-à-dire que par le biais des événements que j'avais déjà pu faire de moi-même avec mon ami, même 2 amis, Marie et Julia à l'époque, et le fait que les gens avaient observé cela et qu'eux me contactaient, deuxième point, et eux me contactaient, c'est comme ça que je me suis dit, ah non, moi je vais lancer ça sérieusement. Et donc, s'il y a une personne là, jeune garçon, jeune fille, toi t'as une étoile ou bien voilà t'as quelque chose en toi, t'as un talent, etc. Les personnes commencent à te contacter pour ça. Peut-être, je sais pas, tu cuisines très très bien. Les gens commencent à te dire ah mais est-ce que tu peux cuisiner tant pour mon événement, etc. Ne dis pas que oui mais je te ferai ça ou bien achète-moi juste les aliments, je vais te faire. Non, si la personne te contacte, ok, elle te donne l'argent pour les aliments, mais tu fais aussi payer ta main d'œuvre. Tu te fais aussi rémunérer ta main d'œuvre. Il n'y a pas juste oui, non, c'est juste une expérience là. Non, bien sûr, c'est que c'est vraiment ça, faut se structurer de base. Si de base c'est déjà structuré, tu peux accueillir l'avenir plus sereinement. Mais si tu veux te structurer en cours de parcours, j'ai envie de dire ah mais c'est pas ça que tu faisais avant, tu as changé, nanani, mais là ils vont donner. Bref, structurez-vous. La transition. La transition entre quoi? Justement quand ils t'appelaient, que tu faisais des petits prix là en mode ouais tu payes mon transport et tout, et le jour maintenant ils te contactent et tu dis ok mais maintenant moi j'ai une plateforme, j'ai parce que bon. Sans blague. Sans blague. On va pas dire des termes mais. En tout cas, les termes seront là. Plus sérieusement, c'est pas que j'ai pas eu du mal, mais c'est clair que pour toute chose dans la vie, il faut s'imposer en fait. C'est-à-dire que
quand ma mère dit toujours que ma fille, si tu te vends à 100 €, les gens vont chercher à acheter à 20 €. Pourquoi elle dit ça? C'est-à-dire que les gens cherchent toujours à négocier vers le bas. Bien sûr. À négocier vers le bas. Donc si tu te vends moins cher, les gens vont chercher à te prendre gratuit. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. Donc bien sûr que quand je proposais mes services, au début, quand ils me donnaient un 40 €, un 50 €, je disais merci et tout. Et puis là, du jour au lendemain, je leur dis mais non, pour autant de contenu fait, pour autant de design fait, pour le déplacement, j'invente, c'est plus les prix là maintenant, mais c'est 150 €. Et eux ils se disent mais qui genre 150 € et c'est arrivé comment? Et puis moi je dis c'est à moi de rester ferme en fait. Bien sûr, et de dire ouais. en fait c'est 50 €, et si la personne veut trop, il y a peut-être une marge de négociation où je peux dire ok, si t'as peut-être que 110 €, je peux, mais je vais pas me déplacer. Si tu me dis non mais moi j'ai 80 €, bah non, tu peux pas accepter 80 €. Non, bien sûr, bien sûr. Tu trouves quelqu'un d'autre, ou bien vous savez souvent les gens ils disent moi ma nièce peut faire ça, hein, ou bien Non. demande à ta nièce, Voilà. demande à ta nièce. Voilà. Non, ça va très bien se passer. Oui. Donc voilà, non, c'est clairement c'est une réalité. Ouais. Mais à un moment donné, si toi tu ne te prends pas au sérieux, personne ne va te Sans prendre au blague. sérieux. Bien sûr, c'est vrai, effectivement. Personne ne va te prendre au sérieux. Et puis moi aujourd'hui, je suis fière de dire que aujourd'hui j'ai un travail, mais je veux dire, pendant 2 ans straight, je vivais que d'Aïwa. Ouais. Je vivais que d'Aïwa. C'était Aïwa qui genre je payais une facture avec Aïwa, mon loyer Aïwa. Donc Parce que- ça rentrait, hein. Ouais, ça va. Parce que je dis ça comme ça, les gens vont croire que ma mère va voir ça. Parce que, en fait, là, non, il y avait des mois où c'était dur parce qu'il y a des mois où t'as pas de clients. Donc, quand t'es entrepreneur, t'as intérêt à être économe et Ouais. avoir une certaine gestion financière. Parce qu'il y avait des mois où, clairement, t'as même pas un contrat à 300 €. C'est chaud, ça. C'est super chaud. Chaud, ouais, t'es bon. C'est super chaud. Mais c'est une réalité. Ouais, Donc, faut pas que je vende du rêve, c'est une réalité. la vie d'entrepreneur, c'est dur, hein. Si ça match, ça match, mais si ça fonctionne pas, C'est ça. Donc voilà. Et bien sûr qu'avec Aïwa, au fur et à mesure, déjà même entreprendre durant ses études, ça je l'ai toujours dit, mais en fait je sais pas ce qui m'a pris. c'est ça que je voulais te demander. Je me suis dit, ma question c'était la suivante, c'est que tu fais des études. Yes, Certes, ton activité à côté match bien avec ta discipline, absolument. mais c'est quand même d'un point de vue mental une charge assez importante. Très. Donc comment t'arriver à structurer tes études, ta vie pour voilà quoi, que l'impact mental soit le moindre possible. Ouais. Mais ça, je dis toujours, c'est la grâce de l'Éternel. Non, parce que franchement, si ce n'était que ma propre force à moi seule, bien qu'à Suzanne, j'allais pas y arriver. Hein. Non, franchement, c'est parce que j'estime que je prie beaucoup. c'est vraiment une vérité. Et donc, parce que je crois à une force supérieure au-dessus de moi, je m'accrochais à ça en fait. Je m'accrochais vraiment à ça. Parce que tu sais, j'écoute également beaucoup de podcasts, beaucoup de chaînes YouTube. Je suis beaucoup, on appelle ça comment, SOA avec Ailou Mumba et tout, Entrepreneur State of Mind, etc. Je suis beaucoup de chaînes anglophones sur l'entrepreneuriat and so on and so on. Mais vous pouvez même essayer de suivre toutes les méthodes que les plus grands vous donnent, etc., etc. À la fin de la journée, franchement, c'est entre toi et toi. Toutes les techniques, Pomodoro, les techniques, essaye de te réveiller à 4h, à 5h, et machin, et tout. À la fin de la journée, A n'est pas B, je veux dire Pierre n'est pas Paul. Donc quelque chose qui fonctionne pour toi ne va pas fonctionner pour moi. Quelque chose... Non, honnêtement. Bien sûr. Et moi je suis une personne, j'aime beaucoup écouter les success stories, même vous savez surtout des femmes, comme je suis une femme, parce que entreprendre en tant que femme, entreprendre en tant qu'homme, ouais, c'est différent quoi. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Et donc voilà, il y a des entrepreneurs, des entrepreneuses, disons. Voilà, Suzanne. C'est pas grave. Qui, voilà, elles partageaient leur parcours sans filtre, donc avec vraiment beaucoup d'authenticité. Et moi, ça me permettait de me reconnaître ça, en fait, de m'identifier à ce qu'elles partageaient. Et je me disais, ok, bon, je suis pas folle. Et surtout, ça fait plaisir de savoir que, ok, d'autres sont passés par tout ce que je passe avant moi, et il y a des personnes qui osent partager cela sans filtre aux plus jeunes, parce que c'est vraiment important, parce que des fois quand sur internet on voit comme des fois les gens partagent, mais sur LinkedIn tout le monde réussit, tout le monde est boss, tout le monde est CEO, tout le monde a une nouvelle promotion, donc les gens ne connaissent pas les burn-out au travail, les gens ne connaissent pas les N+1, N+2 qui te cassent la tête, les gens ne connaissent pas parce que moi je parle comme ça, mais je suis tombée sur des clients qui ont failli me faire abandonner, hein.
Ah, mais bien sûr. C'est-à-dire, raconte ça, hein, un exemple. Mais bien sûr. Et des fois, vous savez, des fois, il y a des podcasts qu'on entend d'entrepreneurs, ils vont vous dire que c'est souvent les clients qui payent le moins bien qui sont les plus chiants. Ouais, Excusez-moi, c'est un peu vrai. Hein. ouais, sans blague. C'est un peu vrai. C'est super vrai. C'est pas ceux qui te rémunèrent le mieux, qui, des fois même ceux, genre mon best contrat jusqu'à aujourd'hui, vraiment, genre c'était presque 6K pour un truc sur 2 mois. Et la personne était très chill, c'était très fluide, c'était facile de communiquer avec elle, et c'était le contrat qui m'a le mieux rémunéré, quoi. Et à contrario, un client qui m'a vraiment cassé la tête, ça fait partie des contrats les plus bas que j'ai eu. Après, moi, je dis toujours que ce soit un contrat à 20 € ou un contrat à 7K, je vais prendre le contrat pareil. C'est-à-dire que je vais donner la même qualité de travail. Parce que c'est comme ça aussi qu'on reconnaît l'intégrité. Bien sûr. Mais, c'est chaud, quoi. Pourquoi tant de haine en fait? Genre pourquoi vraiment tu maltraites vraiment ton prestataire comme ça alors que c'est pas non plus le contrat de l'année que tu lui offres, quoi. Il était chiant parce que vous vous entendez pas sur les termes de votre travail ou juste il voulait juste faire chier? Alors c'est une autre question, mais des fois en fait il y a des personnes qui ont très peu de savoir-vivre. Ah ouais, ça, alors ça on peut rien faire pour ça. Ils ont très peu de savoir-vivre et qui, comme elles prennent tes services et comme elles te rémunèrent, même si la rémunération n'est pas... je veux dire, tu vas pas vivre la vie de César avec cette rémunération-là. Comme elles estiment qu'elles te rémunèrent, elles ont... je sais pas si je veux dire un mépris ou bien presque de la condescendance, mais il y a ça. En fait, des fois, tu tombes sur ce cas de figure-là. Je peux rien te demander une question, mais je peux envie. Non, mais ok. Je peux en avoir des problèmes. Donc, si, en vérité. Si, non, j'ai pas demandé, non, on aura des problèmes. Non, je vais pas demander. Donc, voilà, continue. Donc, il y a des fois, tu tombes sur des cas comme ça, il y a une certaine condescendance. Et toi, en tant que professionnel, déjà pour garder ton nom, ta réputation que tu te construis, parce que t'es jeune, je suis toujours jeune maintenant, même si je suis moins jeune, mais je suis toujours jeune maintenant, tu te construis, le bouche à oreille, ça va très vite. Tu ne veux pas, on va dire, créer un incident diplomatique. Ça, non, bien sûr. Entre guillemets, quote marks, parce que voilà. Donc, tu essaies de prendre sur toi et jusqu'au bout, de garder un sang-froid. Garder un sang-froid. Mais parfois, t'as vraiment envie de dire... t'as même pas envie de répondre, en fait. T'as juste envie de dire... le livrable, là, trouve quelqu'un d'autre qui va te livrer ça, parce que... Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, comme t'as dit, ils ont pas se vivre ensemble avec les gens, se dire que voilà, moi je te paye donc je vais te parler comme une merde, etc. Tu me comporter et tu la fermes parce que je te paye. Et sans doute tu vas se dire derrière que t'as besoin de cet argent, donc je me comporte aussi comme ça, tu vois. Et ça, c'est une réalité quand t'es surtout un entrepreneur jeune et quand t'es une femme en plus afro. Non, mais tu vois. Il y a beaucoup de critères là. Oui, beaucoup, ça s'accumule. Mais c'est une réalité et des fois, il y a des personnes, elles te prennent. Et le prix que tu proposes, elles sont outrées parce qu'elles se disent mais comment toi tu peux proposer ce prix-là? Mais si toi tu viens vers moi, c'est parce que tu connais la qualité de ton travail ou bien t'as entendu. Bien, ouais. Des fois même des gens ont vu, ils me disent quand même mais j'ai vu le travail que t'as fait pour tant et donc je viens par rapport à ça et ils ont vu le travail que j'ai fait. Mais donc si t'as vu pourquoi et que tu estimes que c'est qualitatif, pourquoi tu veux que je me brade? C'est vrai. Pourquoi tu veux que je me brade? Si c'était un autre individu ou une autre agence qui te proposait le même travail à d'autres tarifs, tu n'allais pas beaucoup t'allais pas parler. Tu sais très bien. Les signer. Aussi. Ouais. Tu sais très bien. Donc oui, non, c'est une réalité. Des fois, tu sais bien que tu vis cette réalité-là. Et des fois, il y a des opportunités même qui passent devant toi parce que voilà, t'as peut-être pas le bon profil. Mais moi, je suis pas dans la victimisation, donc je me dis seulement que... T'as bien raison, ça sert à rien de se victimiser. Ça sert à rien. Parce qu'à la fin de la journée, aujourd'hui, à 26 ans, je suis fière de mon parcours. Je suis fière de mon parcours, j'ai de superbes opportunités. Et comme on dit toujours, les Ivoiriens disent toujours... Mais c'est même, je pense, au Cameroun, ça, c'est qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont tendu la main. Énormément de personnes qui m'ont tendu la main et qui m'ont fait travailler sur des projets incroyables. Vraiment, je pense que je les citerai même à la fin de la session. Mais oui, non. Clairement, il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont tendu la main, qui voyaient que non mais elle en veut, elle veut vraiment faire quelque chose de sa vie, elle veut vraiment que son travail parle pour elle, et donc ouais, non. C'est vrai que quand tu montres que t'es motivé, que t'as envie,
de faire les choses, les gens qui sont souvent dans le même système que toi, ils ont aussi envie de t'aider, tu vois. Tout à fait. Et Quand donc, on voit ton sérieux et ta rigueur. Ouais, ça on m'a souvent dit en stage, ouais, faut que tu montes ta motivation, et gros, c'est bon. Mais... Je pense que des fois même, ça fait déjà quelques années, 2-3 ans, mais beaucoup là, fin d'année 2025, début 2026, vu que c'est la période des stages, etc. Il y a plein de gens qui ont envoyé des stages à l'adresse email d'Iowa, mais pour l'instant, Les stagiaires. envoie de stagiaires. Ouais, vraiment, envoyez seulement vos CV. Et donc là, tu finis tes 4 ans, tes 3 ans à l'EFEC, t'es diplômé, Yes. t'as ton entreprise, on va appeler ça comme ça, ton entreprise, ton activité à côté. Et je sais pas si ça arrive bien après, mais Arthur nous parlait que t'avais, je sais pas si c'est la même plateforme, que tu mettais en lien les restaurants africains de Bruxelles ou de Belgique. De Belgique, c'est vrai. Et donc tu peux, je sais pas si ça arrive très longtemps après ou... Même pas, parce que je lance hitafro.be. J'en ai fait même mon TFE, hein. J'ai eu 16 sur 20. Attends, 2 minutes. Donc là, t'es en deuxième. Tu finis t'as ton activité à côté de, où tu mets les prestataires de beauté, si j'ai bien compris. Donc, mon agence digitale. J'ai dit ça. Et en même temps, tu te projettes dans une autre activité future. Qu'est-ce que tu... Mais vas-y, je te... En fait, lors du second confinement, en 2020, en octobre 2020, le second lockdown, j'ai pensé à créer Hitafro. Comment ça s'est passé? En fait, c'est qu'à cette période-là, je sais pas si vous vous rappelez, mais on entendait beaucoup de restaurateurs, même pas que de restaurateurs qui mettaient clés sous porte, ou bien voilà, avec le confinement, avec le Covid, voilà, c'était un peu une catastrophe, beaucoup de clés sous porte, beaucoup de personnes qui doivent fermer, beaucoup de licenciements, beaucoup dans l'ORECA. l'ORECA a souffert en 2021, ils ont souffert. Bien sûr. Souffert. Et donc moi, en octobre 2020, je me dis, mais on sait déjà que la communauté afro, nous sommes la communauté la plus faible économiquement, j'allais dire dans le pays, mais pas que dans le pays, en réalité, faible économiquement. Je me disais, ah mais vraiment, en fait, je déteste l'impuissance et je me disais, vraiment, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, et c'est comme ça que j'étais dans mon lit à l'époque. J'étais dans mon lit, dans ma chambre et tout, et je réfléchissais, je me disais, je sais ce que je vais faire. Je vais créer une plateforme où je vais référencer les restaurateurs et traiteurs afro qui proposent toujours leurs plats à emporter. Comme ça, ceux et celles qui voudront commander via la plateforme pour avoir leurs plats, ils pourront, et moi je les référence. Je prends moins de commission, à l'époque c'était vraiment, je faisais vraiment... C'est bénévolat. Du bénévolat, parce que moi c'était vraiment j'apporte ma pierre à l'édifice, quoi. Genre, j'ai vraiment ce truc à cœur à chaque fois. Donc c'est comme ça que j'ai démarré, et franchement le premier mois de Hitafro, mais laissez tomber, hein, je vais jamais oublier. J'avais lancé le 30 octobre, je me rappelle, 30 octobre 2020, et donc tout le mois de novembre, mais par jour, on avait minimum 10 identifications, 10 dimensions. Les gens commandaient grave via nous. Il y avait tellement de traiteurs. Et à nous disaient, mais merci, mais qui vous êtes? Qui êtes-vous? Et tout, merci Hitafro. Vraiment, aujourd'hui, il y a tant de personnes qui m'ont acheté des plats parce que vous m'aviez partagé en ligne, etc. Et à l'époque, c'était uniquement sur Instagram. Un peu Facebook, mais uniquement Instagram. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, quand après 2020 arrive, donc parce que là, on parle de novembre 2020, mais donc 2021 arrive rapidement. Puis le confinement est un peu levé. Vers 2021, comme ça, je pense mars, via là, comme ça. Mais en tout cas, oui, mars, je pense que les gens peuvent doucement, mais recommencer à aller en terrasse. Donc, ce qui fait que, il faut que Hitafro aussi évolue, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste de nouveau continuer à référencer ceux qui proposent leurs plats à emporter, mais je vais juste faire découvrir les restaurants et traiteurs afro. Au début c'était fort à Bruxelles, mais après j'ai élargi donc belge, et c'est vraiment comme ça que ça a démarré Hitafro. Moi-même j'allais à la recherche des restaurateurs, des restaurants et traiteurs afro en Belgique. J'allais goûter de moi-même. Au début je sais même pas, ils me contactaient vraiment pas trop, hein. C'est moi qui allais de moi-même, je dépensais mes sous, je testais et je donnais des avis honnêtes. Et je partageais, etc. Peu de temps après, j'avais aussi lancé, je pense, courant 2021 ou 2022, j'ai été lancé sur TikTok. J'avais lancé la plateforme sur TikTok. Et en tout cas, 2021-2022, Hitafro, c'était vraiment genre les années d'or, quoi. Hitafro, vraiment, j'ai vraiment publié, je crois, j'ai partagé plus de 100 restaurants, traiteurs afro. J'en ai goûté, une trentaine, si pas plus, une quarantaine. En tout cas, j'ai tellement partagé de restaurants et traiteurs afro en Belgique que comme il y avait pas mal un engouement derrière, et je voyais vraiment la réelle opportunité business que ça pouvait être. Que ça pouvait être. Il y avait des personnes qui me disaient, mais ton projet est vraiment pertinent. Il y a des gens qui étaient vraiment intéressés de le développer avec moi. Puis je me suis dit, je sais pas si je vais vraiment le développer, mais je peux
en faire mon TFE, chose qui a été faite. Donc j'ai fait mon TFE sur ça, j'ai développé la plateforme, il y avait vraiment un site internet, je référençais les clients sur la plateforme. Au début pour le business model, pour le lancement du business model, j'ai eu 3 restaurants qui m'ont fait confiance et donc qui ont payé Eat Afro pour être... j'avais développé un plan de paiement. J'avais développé une formule d'abonnement. 3 formules d'abonnement à l'époque. Et donc il y en avait qui avaient pris la formule 1, l'autre 2, 3. Et dedans comprenait justement la promotion, la création de contenu pour leur établissement, bien pour leur activité. Donc voilà, ça s'est développé comme ça. Et donc... Ouais. Donc t'as fait ton truc, t'as... J'ai vraiment fait mon truc. Franchement, je sais que juste qu'aujourd'hui, quand on me parle d'Eat Afro et qu'on me dit mais c'est toi, je suis très fière. Franchement, je suis super fière d'Eat Afro. Même des personnes que je savais pas qu'elles avaient entendu parler de la plateforme, je suis vraiment très contente. Je sais qu'il y a pas mal de restaurants et traiteurs afro qui, voilà, elles ont pu un petit peu, on va dire, relancer un peu, voilà, en toute humilité, relancer un peu leur restaurant ou leur activité grâce à Eat Afro. Donc moi, ça reste une très grosse fierté pour moi. Et même si aujourd'hui le site internet n'existe plus. Mais c'est ça que je voulais demander. Parce qu'Arthur nous dit ça vendredi, je pense. Et je me dis, c'est bizarre ça, moi j'ai jamais entendu parler de ça, tu vois. Et j'avais aussi ce problème, enfin, je pense qu'il y a plein de gens sur Bruxelles qui ont ce problème, c'est que pour trouver un restaurant africain, enfin un resto afro, noir, c'est galère, tu vois. Alors que pour trouver des restaurants italiens, c'est super simple. Des restaurants marocains, algériens, c'est ultra simple. On parle même pas. Bah oui, asiatique, voilà. Dans mon quartier, il y en a à chaque point. Mais pour trouver des restaurants afro qui soient bons et qu'il y a voilà. Au rendez-vous. Voilà, tu vois, c'est compliqué. Diversité de la carte. Non mais donc, ça c'est tout un autre sujet et c'est tout un podcast. Mais pourquoi tu as arrêté Eat Afro, Suzanne? Ah ok. J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Donc vraiment, rendez-vous une prochaine fois. Ok, parce que c'est vraiment ça mon truc. On en reparlera peut-être une prochaine fois. C'était vraiment ça mon souci, parce que moi dans ma tête, sur Bruxelles, on peut faire de la pub ou pas? Je m'en fous, c'est notre podcast. Il y a qu'un seul resto afro sur Bruxelles que je me dis waouh, tu vois. C'est celui-là qui a, je sais pas si tu vois, tout près du Hazel. C'est quoi le nom? C'est un restaurant Camer, c'est des Camerounais qui le gèrent. Pas très loin du Hazel, ouais. C'est quoi le nom? Tu connais pas le nom? Hein? C'est récent, ça a ouvert récemment. C'est quoi? Vous connaissez pas le nom? Non, je connais pas le nom. Moi, ça fait un moment que. C'est Instagram aussi. C'est vrai, moi, ça fait un moment que je vis plus trop comme avant. Mais avant, dès qu'un restaurant afro ouvrait, si on me contactait pas, bah, j'étais au courant, quoi. On me contacte ou pas, j'étais au courant, donc là, je sais pas. Non, ouais, donc c'était sûrement ça, c'était. Voilà. Comment t'as. C'est récent. Non, c'est pas récent, parce que la première fois que j'ai mangé là-bas, c'était il y a au moins 4 ans, ou 5. Ouais, c'était 4 ou 5. Et donc. Ça me dit. Et les prix sont. Voilà, c'est cher, hein. Ouais. Après, j'en parlais une fois avec ma mère, je disais, oui, viens, on va manger là-bas, elle voit les prix, je crois que c'était 100 balles. Elle m'a dit, frère. 100 balles quoi? En gros, c'est une grande assiette, enfin, c'est une assiette qu'ils ont mis en forme de bateau, avec plein de, tu vois, avec du poisson, de la viande, du tilapia, tout ça. C'est Villa Bantou. C'est Villa Bantou. Ah oui, c'est Villa Bantou. Villa Bantou, et moi, ça m'a vraiment mis une claque. Ouais, c'était bien, c'était bon, la qualité c'était bon, le prix, j'ai dit, moi, tant que c'est bon, fais-moi plus autant que tu veux, enfin, tant que c'est bon, tu vois. Et donc, c'est ça, quand je préparais le podcast d'aujourd'hui, je me disais, est-ce qu'il y en a d'autres restaurants de qualité supérieure? La Villa Bantou, je connais, j'ai déjà été mangé là-bas. Ah, donc tu estimes que c'est pas une vie, c'est pas... C'est Cali, hein. Ok. J'ai déjà été mangé là-bas souvent, c'est bon et tout. Après, c'est pas récent. Mais c'est pas récent. Non, parce que moi, je me suis dit, c'était un an ou quoi. C'est pas Villa Bantou, hein. Ouais, non. Donc, on n'a pas les mêmes références au niveau goût. Non, c'est bon. Il n'y a rien à dire. C'est bon. Maintenant, c'est clair qu'on a besoin d'avoir plus de restaurants afro-cali. Je suis totalement d'accord. C'est sûr, certain. Je suis totalement. On en a vraiment Il y en a un qui a ouvert à Angers, j'ai pas encore été, mais je crois que ça s'appelle soit Congo ou bien Afro-Congo, un truc comme ça. C'est vrai. En plus, quand on compare à ce qui. Après, c'est. Voilà quoi. Il y a peut-être moins. Il y a plus de population, mais à Paris, t'as des restaurants afro dans toutes les rues, tu vois. C'est clair. Et en tout cas, la demande. Cali ou pas Cali, voilà. La demande, elle est. Enfin, plutôt, l'offre, elle est déjà beaucoup plus énorme, diversifiée et concrète. Mais ouais, non, c'est clair que comme tu dis, Bruxelles, c'est un marché moindre. Tu vois, donc, la demande, elle est considérablement moindre qu'à Paris. Mais bon, il y a quand même la possibilité de faire quelque chose. Hein. Bien sûr. Vraiment. Donc, moi, je dis toujours que la personne qui va ouvrir son établissement
afro, mais qui saura prendre en considération toutes les plaintes qu'on a depuis des décennies. Que Il va faire du chiffre. en Je te Belgique. jure. Et surtout, respecte. Il y a Afroball là. C'est plus un fast-food qu'un restaurant. Non, mais Afro Bowl aussi, j'ai été manger, je connais bien. Et moi, je trouve qu'il faut applaudir ce qu'ils ont fait parce que je crois qu'ils sont au 4e restaurant qui a ouvert là. Bon, je les connais, hein, enfin, pas, je sais qui c'est, même si je vais pas travailler directement avec eux, je vois très bien qui ils sont. Mais il faut applaudir ce qu'ils ont fait parce que le 4e restaurant qui ouvre, une chaîne comme ça, je veux dire, Bien sûr, c'est c'est propre et tout, vous voyez. Oui. C'est à applaudir, honnêtement. Ouais, bien sûr, Moi, bien sûr. félicitations, bravo. En plus, j'ai vu, je sais plus quand, mais je crois que c'est la semaine passée, la 2 semaines ou quoi, avec Nancy Cavaya, la directrice du centre culturel congolais. Je les avais croisés et un des co-owners, des co-propriétaires, hyper gentil, hyper sympa. Et justement, c'était à celui des Brocaires, parce qu'il y a le petit coin qui a ouvert à des Brocaires. Vous avez vu là récemment ou pas? Non. Si, c'est qui a ouvert à des Brocaires. Et donc, ouais, Afro Bowl, c'est à saluer, hein. Franchement, même si peut-être il y en a qui. Enfin, moi, j'ai déjà été manger plusieurs fois là-bas. Peut-être que quelqu'un va pas trouver ça à son. Mais en tout cas, la proposition, elle est là. C'est du fast-food, ça, ou c'est... C'est pas fast-food. Enfin, c'est plusieurs, faut pas un restaurant. C'est les gars qui font avec du grec des ananas ou le truc... Ça, non, c'est pas eux? Non, ça, tu confonds avec, à l'époque, je sais même pas s'ils existent encore, mais tu confonds avec... ça s'appelle comment, les gars, là? Ça date, hein. Avec l'ananas, t'as dit? Ouais. Il y en avait un au-dessus, là. Il faisait une cuisine fusion, je sais pas quoi, là. Je sais plus, hein. Le calou, ça date de fou. Genre, le calou, c'était... On avait travaillé avec eux pour se la fructuer en 2017. Donc ça fait super longtemps. Je sais pas, Et après, à un moment, ils ont été en pause. Ils sont revenus, ils sont revenus, tout ça. Voilà. L'ananas, attends. C'est pas Afrosiane ou je sais pas quoi. Afrosiane, c'est ça, ouais. Afrosiane, ok, bah je confonds. Mais Afrosiane aussi, ça date. Ouais. Afrosiane aussi, ça date. Ça fait longtemps que j'ai pas été manger là-bas, mais quand même, les gens ont dit que le goût a changé. Que le goût a changé. Faut pas que ça arrive sur Instagram ou TikTok. Et puis on dit que la Cécile a dit ça. Moi, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas été manger chez vous. Voilà. Mais Afrosiane à l'époque, en tout cas 2020, quand ça sort, ceux qui 2019, j'ai oublié. Mais en tout cas, quand ça sort. Ah non, c'était des gars. Afro Bowl, j'irai tester parce que je connais pas. Et donc, tu finis. Yeah. T'as tes deux business, donc un dont j'entends que tu as arrêté, enfin donc Itafro.be, ça n'a jamais été rentable. Ça n'a jamais été rentable. Maintenant, j'ai eu d'autres opportunités. J'ai mangé gratuitement dans tellement de restaurants. J'ai eu d'autres opportunités réelles et concrètes, mais ça n'a jamais été rentable. Ça n'a jamais été rentable. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Soit au courant par rapport à ça, ça n'a jamais été rentable. Mais je sais que il y a un business model à trouver pour ce marché-là. Et la personne qui perce ça, elle va être riche. Moi, je vous le dis, franchement, moi, je le dis depuis, mais je suis sincère, les gars. Franchement, un projet comme Itafro, c'est à $1 million business. Non, mais vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que le problème de ça, c'est que ça dépend d'un effort collectif. Merci. Tu vois? Merci. C'est que même moi, j'ai pas de droit à ça. Non, mais c'est que c'est même pas forcément ça va pas seulement dépendre de la personne qui va lancer le site ou la plateforme. Le problème, c'est que ça dépend aussi beaucoup de tous les restaurateurs. C'est ça qui est compliqué. C'est ça que je veux savoir, c'est que tu dis que voilà, c'était pas rentable. Mais donc là, ça fait je sais pas combien de temps que tu as arrêté. Maintenant, tu devais faire une réflexion, une conclusion, une rétrospective sur pourquoi ça n'a pas été. Quels sont les grands points où tu dirais c'est en fait c'est à cause de ça que ça marche pas. Manu déjà il a dit the word, ça c'est une réalité. Mais déjà quand même shout out à Afrolia, donc qui a un concept un peu similaire à Itafro qui a vu le jour. Shout out à Afrolia et shout out à Mokolo Plus qui est là. C'est vraiment une plateforme, une application de référencement de traiteurs, non de référencement de restaurants afro uniquement à Bruxelles. Mais là c'est vraiment un Uber pour les restaurants afro. Donc vous pouvez directement commander dessus et payer dessus. Parce qu'ils ont développé également un système de paiement qui n'est pas Stripe, les gars, mais ils ont développé un système de paiement donc vous pouvez directement payer dessus. Donc voilà, shout out à eux. Mais aujourd'hui, postérieurement et avec la réflexion, Manu a dit un mot, c'est que c'est un travail aussi collectif. C'est-à-dire que moi je sais que en réalité, quand je me suis posée plusieurs fois et que je me suis dit qu'est-ce qui ne va pas avec Itafro? Pourquoi j'ai autant de mal à faire adhérer les gens au business model et tout? C'est vraiment, il y a un travail d'éducation en fait, de fond. C'est-à-dire que d'éducation au niveau des mentalités, de changement des mentalités, aussi bien au niveau... Je pense que c'est vrai que le public que nous sommes, peut-être pas la génération au-dessus, donc quand je dis au-dessus de nos parents ou quoi, mais nous, la génération que nous sommes là et ceux en dessous,
on est déjà prêt justement à faire cet effort-là. Des fois, je vois des gens de mon âge ou plus jeune même qui me disent ouais, non, c'est vrai que peut-être ce restaurant, peut-être il n'est pas aussi quali que ça, mais c'est des afros, j'ai envie d'aller soutenir. Et je pense que c'est une mentalité qu'on doit avoir, même si c'est vrai que on doit pas soutenir la médiocrité, parce que on appelle ça comment ça entretient la médiocrité. Sinon ça entretient la médiocrité. On ne doit pas soutenir la médiocrité, mais quand même avoir ce truc que ok, c'est mon frère, c'est ma soeur, je veux soutenir parce que je vois loin, je vois plus loin. Je sais que si on l'aide à vraiment pousser la chose et à s'améliorer, on peut vraiment proposer quelque chose de concret. Et qui ne serait pas fier de pouvoir, si je sais pas, on a un pot de départ entre collègues au taf, je sais pas, tu travailles peut-être à la commune ou dans une banque ou je sais pas, un truc de la place, et les gens disent ah mais Manu, t'as pas un restaurant Camer là, on peut aller manger tous. Et on peut aller dans un super bon restaurant Camer et t'es content d'emmener tous tes collègues sans pression. Tu te dis pas qu'on va attendre manger 1h30 un poisson braisé, ou bien peut-être que si ma collègue veut aller aux toilettes, c'est compliqué d'arriver aux toilettes. Non mais des termes en fait, on va pas gêner et tout. On sait très bien qu'il n'y en a pas beaucoup dans Bruxelles, c'est le cas. Donc, et donc il y a vraiment ce travail là d'éducation, de changement de mentalité, mais c'est un travail de réflexion collective. Et moi, pour avoir eu à échanger, aller à la rencontre, pour le TF, j'ai interviewé combien de restaurants et traiteurs afro, pour avoir discuté avec une vingtaine, trentaine même d'entre eux. Et là, je me suis carrément dit, bon, Suzy, c'est mon poste. C'est petite chérie, c'est mal perdu. Ils ont peut-être 50 et plus, ils ont connu une autre Belgique. Faut dire les termes, ils ont connu une autre Belgique, ils ont connu une autre culture, une autre mentalité, un autre contexte, et ils s'attendent peut-être que la jeune génération fasse mieux, mais eux-mêmes, ils sont pas dans le délire de faire mieux. Eux, c'est en mode, ils connaissent leur clientèle, ils savent que même si ça reste, excusez-moi, médiocre, ils auront quand même leurs gens qui viendront manger, ils mangent et ils feront leur chiffre, leur chiffre, you know. Mais, par exemple, donc on parlait d'Afro Bowl, il y a une nouvelle génération comme ça d'entrepreneurs dans la restauration afro, mais peut-être pas que même dans la restauration afro, mais voilà, comme on parle de ça, vraiment dans la restauration afro, qui veulent faire mieux, qui veulent faire absolument mieux et qui cherchent à changer les mentalités, à apporter quelque chose de nouveau. Mais voilà, il faut dire aussi que c'est-à-dire que la responsabilité, elle est de part et d'autre, les deux côtés. Donc il y a ceux qui proposent, donc ceux qui proposent l'offre, et aussi ceux qui demandent. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit en introduction par rapport à la réponse, c'est que il faudrait aussi que voilà, il y ait ce soutien-là, que ok, elle commence, c'est peut-être pas parfait, mais alors donnons-lui des pistes d'amélioration concrètes avec nos retours, et ne soyons pas directement là pour descendre la personne. Bien sûr. Vous voyez. Mais après il faut qu'ils soient ouverts d'esprit aussi, parce que pour avoir fait le test, quand il y a des gens, des restaurateurs, ils ont toujours des réponses à tout. Tu vois, il y a toujours une explication à tout. Je lui dis comment je suis arrivé chez toi, je t'ai commandé, je t'ai appelé, j'ai commandé au téléphone, alors que honnêtement c'est le seul, s'il y a que dans les restaurants en France que je peux penser à faire un truc pareil. De me dire que je vais manger sur place, mais j'appelle déjà pour réserver, pour commander et tout machin. 30-40 minutes avant de sur place. Alors que je ne me même pas pour venir chercher. J'arrive, j'attends encore 40 minutes, tu lui dis, il y a toujours une explication. Tu dis, mais mec, je suis venu 3 fois t'avais une raison, t'as une raison pour que ça se passe comme ça. C'est bizarre, tu vois. Ça veut dire qu'il faut, c'est vrai qu'il faut le faire correctement, mais en même temps, il faut avoir en face de toi quelqu'un qui est prêt à l'entendre. Tu vois. D'accord, et c'est une réalité. Parce que moi aussi, mais à l'époque, quand je fais mon TFE, j'ai 22 ans au début, 23 ans fin, mais j'ai 22-23 ans, donc tu parles avec des gens qui ont pour la plupart 40 et plus, ils te voient comme une petite, mais quand une petite genre en mode elle est là avec son DL, elle pense qu'elle va changer la face du monde. Vous voyez, il y a ce truc un peu, cette condescendance ou bien ce mépris, cette minimisation. Donc on se dit ah mais ton idée elle est bien belle, mais voilà quoi. Il y a ce truc. Laisse-moi voir comme je fais. Je te jure. Des pistes de réflexion concrètes, parce qu'il y a combien de personnes quand j'ai donné des réflexions et qu'elles ont appliqué, elles m'ont dit ah mais merci Suzy, merci Suzy, parce que maintenant je vois la différence, maintenant le temps d'attente est diminué, maintenant ça et tout. Enfin, je me rappelle, il y avait un petit coin Afrofood qui avait ouvert à l'époque à XL, pas loin de Matungé, quartier Saint-Boniface, donc plutôt vraiment dans une rue adjacente à la place Fernand Coq. Ça s'appelait Melfood. Je sais plus si c'était le premier mois ou le deuxième mois que ça a ouvert. En tout cas, j'ai fait une vidéo Hit Afro. Elle m'a dit que
Et donc après que j'ai fait la vidéo, elle m'a dit que les 10 jours qui ont suivi, chaque jour, elle disait que la moitié des clients venaient grâce à la vidéo. Elle a dit que la moitié des clients venaient grâce à la vidéo. Puis les personnes venaient me faire des commentaires, je lui disais, ah mais il y a eu tel, tout le monde disait c'est bien, mais attends, tu peux... Bien sûr. Je lui ai fait le feedback, elle a amélioré. Aujourd'hui, elle a fermé, mais pas du tout parce que ça n'allait pas être rentable. C'est pour d'autres raisons. Je pense pas qu'elle voudrait que je... Elle avait d'autres réalités que... Oui, bien sûr. Elle avait d'autres réalités que... Mais... au moins, ça c'était vraiment une des personnes, un des coins food afro où j'ai fait des remarques, et quand elle les a appliquées, là vraiment j'ai les concrets quoi. Et parce qu'elle était disposée à écouter, elle était là vraiment pour les feedbacks constructifs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, Moi, pour moi, il y a un problème d'éducation à l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est dans cette communauté. Et puis, il y a l'égo, et puis il y a trop de trucs. Et que, en fait, je trouve qu'ils ouvrent, ils veulent entreprendre et tout, mais avec une vision à court terme. À court terme, donc ils courent derrière le profit, ok, tu fais un restaurant, t'as 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, tu veux faire rentrer le double. Parce que tu veux qu'on te paye, mais faut penser à long terme, tu vois. Comme dans le restaurant. Mais ça, c'est un truc qui... Après, bon... Ouais, c'est de façon générale, donc dans notre communauté aussi beaucoup, mais de façon générale, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils, je sais pas quelle vision ils ont de l'entrepreneuriat, mais je trouve qu'elle est absolument pas réaliste. Genre, il y a des gens qui pensent que quand tu lances dans l'entrepreneuriat, il te faut 1 an ou 2 avant d'être rentable, de péter le million. C'est pas comme ça que ça marche. Alors que si tu fais tes recherches, tu vas vite rapidement trouver les stats qui te montrent que pour qu'un business soit, c'est même pas prouvé, mais qu'il soit, juste quand tu dépasses le seuil de rentabilité, c'est en moyenne 3 ans. 3 ans. Et ça, tu dois pas faire beaucoup de recherches pour trouver cette stat. Hein. Et en plus, donc avant les 3 ans, c'est rare que quand tu lances un business que tu exploses. Et ce que t'as dit, moi, c'est ce que tu as dit qui m'a rappelé encore ça, c'est quand tu dis, tu vas voir quelqu'un, ils sont dans la quarantaine, et ils te voient, ils disent, qu'est-ce que les retours d'une petite de 22 ans, machin et tout. C'est parce qu'en fait, leur vision, ils voient tellement pas loin qu'ils se disent pas que cette fille de 22 ans, dans 5 ans, elle en a 27. Tu vois ce que je veux dire? Dans 10 ans, elle en a 32. C'est ça ta clientèle. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, je pense que c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Tu peux lancer ton business, mais si tu veux déjà pas écouter, c'est compliqué. Si tu te mets déjà des limites de pensée, c'est compliqué. Donc la probabilité que tu réussisses est déjà faible de base. Alors si tu te mets tout ça dans la tête, tu vas dire oh non, ils me soutiennent pas, notre communauté se soutient. Ok, tonton. Il faut d'abord regarder vers quand quelque chose ne fonctionne pas. Et ça, c'est bon, j'ai été éduquée comme ça, mais c'est une réalité en grandissant que vraiment j'applique et que j'observe quand quelque chose ne fonctionne pas. Quand tu essaies de démarrer un business, de commencer une activité, de faire quelque chose même pour ta vie personnelle, quand ça ne va pas, quand ça ne fonctionne pas, faut pas directement dire que oui mais tel ne m'a pas soutenu, mon papa n'était pas là, ma grande soeur n'a pas voulu me soutenir. Non, d'abord regarde toi, qu'est-ce que j'ai mal fait? Normalement, il faut que j'applique tant. Est-ce que j'ai vraiment tout appliqué? Ok, si j'ai tout appliqué, comment est-ce que j'ai appliqué? Parce que c'est pas le fait de tout suivre à la lettre qui va faire que forcément ça fonctionne, c'est comment tu as suivi à la lettre en réalité. Donc c'est ça aussi. Donc regardez d'abord vers soi, donc faire une auto-réflexion avant de dire que oui, mais tel. Puis je pense qu'il faut aussi être responsable en fait, tu vois, assumer sa responsabilité dans toute chose en fait, tu vois. Non, c'est clair. En tout cas, moi, je fonctionne pas en mode oui, non, tel ne m'a pas soutenu. Non, parce que si c'est ça, tu vas jamais avancer. Tu ne vas jamais avancer. Et il y a aussi un truc qu'on avait dit au début, là, je crois dans les premiers épisodes. C'est que justement, tu vois, comme t'as dit tout à l'heure et tout, les gens ils regardent beaucoup de podcasts où ils suivent les histoires, les histoires des gens et tout. Mais comme tu as dit, c'est pas des méthodes qui sont applicables à tout le monde. Et il y a des gens qui le savent, qui ont pas conscience de ça. C'est-à-dire qu'il prend un truc, il veut reproduire la même chose, de la même manière, de même truc. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Exactement. Et en fait, c'est comme tu as dit, c'est qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça, tu vois. Il a peut-être pas... C'est pas quelque chose qui va lui venir naturellement. Parce que moi, je peux dire que pour moi, ça va être du bon sens, tu vois. Mais pour lui, non, tu vois, pour lui, c'est que moi, j'ai vu que c'était comme ça devait être comme ça va être comme ça, mais... Et après, quand l'échec va venir te frapper à la porte et que tu vas ouvrir, tu vas voir que... Voilà quoi. L'échec fait partie du processus. C'est ça. Non, l'échec, je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis, mais l'échec fait partie du processus à partir du moment où tu sais que c'est un échec. Et que tu comprends ton échec. Si tu ne comprends pas ton échec, le processus, il est pas en cours, tu vois. Il n'est pas en cours. T'as juste perdu du temps. Et tu te rends même pas compte que tu perds du temps. Ouais, je te jure, t'as juste perdu. Et bon, actuellement, tu fais quoi dans la vie? Actuellement, je fais pas dans la vie. Je suis toujours consultante en e-business, donc je propose toujours mes services avec Ayewa. Mais comme je vous ai dit,
l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Donc, ayant vécu certains épisodes en octobre, novembre, décembre, j'ai dosé les contrats. Considérablement, j'ai dosé les contrats. Et donc, j'ai repris quelques missions vraiment en mode salarié ailleurs. Mais je suis toujours consultante dans les business. Aiwa est toujours là. Parce qu'en fait, Aiwa, c'est pas demain la veille que je pourrais arrêter. Hein. C'est ton petit bébé, ça. Ouais, c'est ça. Et puis, je suis trop passionnée par ce que je fais. Donc, tout ce qui pourrait plutôt arriver, c'est que ça évolue, que ça prenne une autre direction. Mais la base restera celle qu'elle est en réalité. Est-ce que, enfin, je sais pas, attends, demain je vois, est-ce qu'on a du temps? T'inquiète, on a du temps. Pas de temps. Est-ce que tu considères que t'as pris beaucoup trop de contrats par rapport à ce que tu pouvais donner à un moment pendant cette période-là, ou c'était autre chose? Quoi, fin d'année, le 2025 ouais. Je pense pas que ce soit ça. Il y avait une période de ma vie où je faisais ça, là je fais plus. Mais je pense que c'est surtout que j'ai mal évalué les personnes avec qui j'allais, dont j'ai accepté les contrats. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Et donc ces imprévus, l'effet boule de neige a fait que voilà, ça retombe sur d'autres choses. J'ai évité un burn-out de peu. Ah, magnifique. De peu. Magnifique. Bon, là j'ai même repris du poids, j'avais maigri. J'avais maigri. Vraiment. Je déteste le fait que j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai la chance d'avoir un travail, de faire un travail qui me plaise, de travailler dans mon domaine d'études en plus, de faire ce qui me passionne et de pouvoir être rémunérée pour cela. Et ça me dérange énormément au partir du moment où ça ne devient plus un plaisir. C'est-à-dire c'est une corvée. Après, même si j'aime ce que je fais, c'est pas tout le long que c'est forcément du plaisir. Il y a bien sûr des moments où tu fais des choses que t'aimes moins que d'autres. C'est totalement logique. Mais à partir du moment où genre, tu te dis, mais peut-être j'ai envie d'arrêter ou bien j'ai plus envie de faire. Non, là c'est problématique. Donc parfois je me dis, il faut prendre des pauses, mais c'est pour reculer pour pouvoir mieux sauter. T'as tout à fait raison. Et je pense que ça va être le mot de la fin. Et si t'as 2-3 mots à dire pour les personnes qui regardent, qui veulent aussi entreprendre dans le domaine dans lequel ils se sentent compétents, quels seraient 3-4 conseils que tu leur donnerais, tu vois? 3-4 conseils, peut-être c'est beaucoup, mais je pense que un grand conseil. Déjà le premier conseil, c'est de se lancer. Déjà le premier conseil, je ne sais pas dans quoi, qu'est-ce que vous voulez entreprendre, quelle activité, quelle passion, quoi, mais lancez-vous. C'est-à-dire que rien n'est parfait au début. Et en fait, si une personne attend d'être parfaite pour se lancer, elle ne se lancera jamais, parce qu'il y aura toujours, quand tu es perfectionniste ou bien quand tu veux chipoter sur quelque chose, il y aura toujours quelque chose dont tu vas manquer, ou bien dont tu te diras que oui mais j'ai pas ci, je n'ai pas ça, oui mais je dois avoir un fond orange, mais j'ai pas de fond orange, mais j'ai pas assez d'argent. Commence, fais d'abord, et c'est dans le chemin, dans le processus que tu vas s'améliorer. Et moi j'ai une phrase que j'aime bien toujours dire, j'ai dit c'est l'action qui crée les opportunités, c'est le mouvement qui crée les opportunités. Sois en action, continue le mouvement. Et puis même la nature, on dit souvent que la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Et même l'univers, tu peux pas rester statique et penser que quelque chose va revenir vers toi. L'univers est mouvement, nous sommes vibration, nous sommes. Donc il faut que tu restes en mouvement, il faut que tu fasses les choses pour que des choses viennent à toi. Toi-même, lance quelque chose dans l'univers pour que l'univers aussi te réponde. Donc ça c'est un des premiers conseils. Et par la suite, c'est peut-être un peu bateau, mais vraiment reste consistant. Vraiment reste consistant. C'est ça. Des fois tu te dis que oui, mais par exemple pour Hit Afro, si après le premier mois je m'étais dit, ou bien peut-être même la première semaine je m'étais dit, bon, Hit Afro peut-être c'est pas le bon exemple parce que ça a directement pris, mais je veux dire Aiwa, dès le début j'avais pas beaucoup de contrats, mais par la suite j'ai eu des périodes de ma vie où j'avais des périodes d'Aiwa. Dans l'histoire d'Aiwa, ça fait bientôt 6 ans, on est en 2010, 26, bientôt 7 ans qu'Aiwa existe. Il y avait des périodes où j'ai eu beaucoup de contrats, mais au début c'était pas forcément ça. Si j'avais pas persisté, j'avais pas été consistante, déjà aujourd'hui Aiwa n'existerait plus pour commencer, et j'aurais pas eu les périodes de, je sais pas comment on dit, il y a des périodes de vaches maigres et des autres vaches grasses. J'aurais pas eu des périodes de vaches grasses. On se comprend. Que j'ai des périodes un peu plus abondantes que j'ai pu connaître. Donc sois consistant, et dans cette consistance vraiment reste concentré, parce que c'est très facile, surtout à cette ère de la vie, notre époque dans laquelle nous vivons, de perdre le focus, d'être distrait, parce qu'aujourd'hui vu que l'attention aujourd'hui c'est l'or, hein, attirer l'attention, captiver l'attention, là c'est l'or en fait, vous voyez. Donc vu que
les gens, enfin, les personnes ont besoin, les personnes, les entités, les entreprises ont besoin de l'attention, de notre attention, cherche à rester concentré, à rester focus et ne pas te perdre ou bien être dans la distraction. Ça, c'est vraiment un big conseil. Et déjà, si les personnes appliquent déjà les trois là, franchement, honnêtement, vous allez déjà avoir des résultats. Mais vraiment, vraiment. Je sais parce que je parle, parce que j'ai pu le voir moi dans mon parcours. Et des fois, je me disais, ah, mais vraiment, est-ce que ça sert à quelque chose que je fais, etc. Aujourd'hui, je suis fière de dire qu'avec Ayewa, j'ai aidé pas mal de business à sortir du gouffre. Ouais. Ok. Donc, Parfait, hein. Franchement. Parfait. Donc, c'était CQSP. Merci pour l'attention. Comme elle a dit, soyez en mouvement et soyez consistants. C'était votre humble serviteur, Mela l'Enchanteur, Bila Boy. On se revoit au prochain épisode. Thank you much.